Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Nicolas de Taverneau. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ouais. Alors, tu es un patron emblématique du paysage audiovisuel français, le PAF, puisque tu as créé et tu diriges M6 depuis maintenant 37 ans. En tant qu'entrepreneur, tu as connu toutes les étapes, des débuts difficiles forcément, sinon ce serait pas drôle, où la chaîne était même qualifiée de la chaîne de trop. Puis la petite chaîne qui monte et maintenant un groupe plurimédia avec 13 chaînes, la plateforme Sisplay, 3 radios dont RTL, donc pas des moindres, et du cinéma avec SND et aussi des podcasts. 52 millions de Français autour de vous, 20% d'audience nationale. Et première marque média, tout simplement, sur les réseaux sociaux, avec 8,5 milliards de vidéos vues et plus de 65 millions d'abonnés sur les plateformes. Ça donne le tournis. Alors, ta manière de faire, c'est l'anticipation. C'est aussi l'anticipation des tendances accompagnée d'un grand pragmatisme et d'un sens aiguisé de la création des marques. Tu as réussi à créer une chaîne et un groupe avec une forte culture d'indépendance. Tu as aussi contribué à créer des personnages. Je pense notamment à Karine Le Marchand, Stéphane Plaza, Cyril Lignac. Tu es un peu le pape du PAF, on va dire. Tout le monde te connaît, mais tu restes tout de même très discret. Tu es juste efficace. Alors, tu connais le principe de l'émission. On est là plutôt pour explorer tes émotions, tes apprentissages sur ton parcours, pour mieux te connaître. Et puis ensuite, on explorera aussi ton univers, tes passions. On va essayer de se mettre à ta place, de comprendre comment tu prends tes décisions. Et le tout sera agrémenté d'illustrations et d'interventions de Rebecca qui viendra sur ce plateau. C'est parti pour ton parcours. Alors, tu es né en 1950, tu as grandi à Villefranche-sur-Saône, puis à Bordeaux, dans le Beaujolais, entouré de 4 sœurs. En quelques mots, tu étais quel type d'enfant? Plutôt rêveur, hyperactif, calme, Hein, travailleur? alors je suis né à Villefranche et c'est une question du jeu des 1 000 francs, 1 000 € aujourd'hui. Comment s'appellent les habitants de Ah ça, Villefranche-sur-Saône? je vais pas gagner les 1 Ce 000 sont €. les Caladois. Voilà, D'accord. Caladois parce qu'il y a une rivière qui s'appelle la Calandre qui passe à Villefranche. Voilà, donc ça, j'y suis né parce qu'on a une propriété de campagne. Ma femme, d'ailleurs, a le statut d'agricultrice. Ensuite, j'ai fait mes études à Bordeaux parce que mon père travaillait à Bordeaux et j'y suis passé des années qui comptent. Hein. J'y suis passé de l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 22 ans où disons, passé des années formidables à Bordeaux. J'ai gardé un très bon souvenir et je voulais pas aller à Paris, d'ailleurs. Hein. J'ai été finir mes études à Paris, mais j'étais assez réservé pour aller à Paris. Bon, finalement, tu y es depuis quelques années du coup. J'ai dû Heu m'adapter. et donc après ce passage, assez long à Bordeaux, on va découvrir la suite de ton parcours, Rebecca. Mais quand vous étudiez à Bordeaux, à Sciences Po, vous étiez plus impliqué dans la campagne de l'ancien Premier ministre Jacques Chaban-Delmas que dans vos propres cours. Puis vous tentez l'ENA, raté 2 fois de suite, mais vous dites que c'est cet échec qui vous a permis d'avoir la carrière passionnante que vous avez eue ensuite. Vous poursuivez tout de même dans le public, d'abord par le cabinet du ministre du Commerce extérieur, puis à l'administration des postes et télécommunications, les fameuses PTT. Guy de Panafieux vous remarque alors et vous engage à la Lyonnaise des Eaux pour travailler sur le dossier de candidature à la reprise du 6e réseau de télévision. La préparation a duré 1 an et demi, une période assez rock'n'roll pour vous. Et puis, c'est le début de l'histoire d'M6 et les emmerdes ont commencé. D'abord directeur adjoint, puis directeur général. Vous devenez en 2000 président du directoire de M6 à la place de Jean Drucker, poste que vous n'avez pas quitté depuis. Vous manœuvrez et créez des programmes innovants qui marqueront des générations. Zone interdite, enquête exclusive, L'amour est dans le pré-capital. La petite chaîne qui monte commence alors à jouer dans la cour des grands, au point qu'en 2021, vous tentez de fusionner avec TF1, un projet de fusion avorté, quelques mois plus tard par l'autorité de la concurrence. Mais cela ne vous a pas empêché de bâtir une des chaînes les plus regardées et rentables d'Europe. Aujourd'hui, M6 fédère 52 millions de Français autour de ses programmes et génère plus de 1,3 milliard de chiffre d'affaires. Une belle et franche réussite pour quelqu'un qui, au début, ne connaissait rien au milieu. C'est Alors, vrai. Je ce connaissais rien. qui est incroyable, c'est que tu t'es lancé dans la télé alors que c'était pas ta spécialité, quand même, Oui, alors d'ailleurs, une petite précision pour Rebecca, c'est que j'ai un peu roulé mon mentor Guy de Panafieux et Jérôme Monod, qui était le patron de la Lyonnaise, parce qu'ils m'avaient embauché en fait pour développer le réseau câblé, notamment de Paris, puisqu'ils avaient la concession pour Paris.
Et là, déjà, si j'ose dire, on voyait bien que l'économie mixte, ça marchait pas. Parce qu'il y avait à l'époque l'administration qui avait un monopole de construire les réseaux. Il y avait les villes qui devaient choisir l'exploitant et le secteur privé qui devait exploiter. Mais rabouter tout ça, ça marchait pas. La preuve, le plan câble a été un fiasco. Et donc, je me suis dit, oulala, il faut changer un peu d'orientation. Et donc, j'ai été voir Jérôme Monod et Guy de Palafieux pour leur dire, est-ce que vous pensez pas, il va y avoir des appels à candidature pour des télés, est-ce qu'on ne tenterait pas notre chance? Et là, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce que je suis tombé sur un patron, notamment Monod, ambitieux. C'était pas du tout dans sa culture, hein. Il y avait les pompes funèbres à l'époque, et la distribution des eaux et des ordures ménagères à la lyonnaise, hein. Bon, Oui, il m'a dit: «Mais c'était pas le pourquoi glamour, pas?» de la C'est télé. Il m'a dit: «Et pourquoi pas?» Et il m'a dit simplement: «Constituez une petite équipe, faites un projet, trouvez-vous des actionnaires et revenez me voir pour voir si ce projet serait viable». Et donc ça a été l'année la plus passionnante de mon existence professionnelle, hein. Ça a duré, oui, 1 an et demi, comme l'a rappelé Rebecca. C'est d'aller, faire un tour de table, monter une petite équipe, faire un projet. Il fallait quand même faire un projet, puis ensuite passer le concours. C'est là où je me suis rattrapé de l'ENA, si j'ose dire. J'ai repassé le concours devant l'autorité de régulation qui donnait les fréquences, hein, qui attribuait les fréquences. Et là, on a passé le cut avec Jean Drucker, qui était devenu président entre-temps. Et l'aventure M6 a démarré à Tu ce as moment-là. rassemblé, des compétences aussi, en télévision, de l'argent évidemment, Alors, on une était une vision projet, un toute petite descriptif, équipe, hein, au départ, on était une toute petite équipe. On devait être 6 ou 7 pour monter le projet. On faisait des tableurs, on regardait, on allait. Alors, il y a pas mal d'anecdotes là-dedans qui sont assez marrantes. C'est que je suis allé voir des Canadiens. Donc j'ai pris ma canne et mon chapeau, je suis allé au Canada parce qu'ils savaient faire un peu de télé, les francophones, ils étaient assez bien vus des autorités politiques, parce qu'il y a toujours un peu de politique dans la télé. Et donc, j'ai été voir, des Canadiens et c'est la raison pour laquelle on s'appelle Métropole Télévision. Parce que je suis allé voir une télé qui s'appelait Télémétropole, qui était, au Québec et hem et cette télé qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle maintenant TVA. C'est pas très joli pour nous, mais pour les Canadiens, c'est mieux. Bon et TVA et c'était, les propriétaires d'ailleurs des réseaux câblés du Québec et qui avaient monté une très belle société de télévision et donc on leur a proposé de s'associer avec nous. Et alors il y a eu un petit truc assez marrant, enfin si j'ose dire, ça m'a pas fait rire longtemps, mais ils nous ont dit: «OK», on a travaillé. Moi je les ai présentés à Mono, et cetera et finalement ils sont allés sur la 5, qui était notre compétiteur. ah Ils sont allés sur la 5 et donc nous on s'est retrouvés à nouveau tout seuls et puis avec du des coup, gens qui savaient un pas peu faire de oui voilà. télé, mais on a Alors quand même gardé le nom Métropole Télévision. Et puis c'est là où on a été chercher RTL, avec lequel on s'est associé à l'époque, alors là pour de vrai et pour longtemps. alors, en ayant, créé cette, société et en la dirigeant depuis toutes ces années, forcément, bon déjà on peut dire que M6 et toi vous êtes quand même, intimement liés et pour toujours. Alors, toi qui connais, cette chaîne sous tous les angles, tu définirais comment l'âme d'M6 aujourd'hui? Alors d'abord, une remarque, même si, moi je porte, le sujet depuis pas mal d'années, il y a une équipe à M6. Ah mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a une équipe à M6 et la chaîne n'aurait pas existé et ne pourrait pas se poursuivre s'il n'y avait pas une équipe. Et une équipe avec des garçons talentueux, des filles talentueuses et notamment, j'ai eu la chance d'avoir un complice dans les programmes, qui est Thomas Valentin, avec lequel, il n'y a pas eu une feuille de papier à cigarette pendant, 35 ans. Il continue d'ailleurs à conseiller le groupe, et c'est un élément extraordinaire. Je pense que c'est vraiment une des clés du succès, c'est d'avoir pu bénéficier d'un collectif et de gens extraordinairement fidèles à l'entreprise qui ont constitué l'ossature de cette entreprise. Et j'espère que ça va continuer parce que, au-delà de ma personne, c'est évidemment, absolument indispensable que des gens comme le patron des programmes, aujourd'hui, Guillaume Charles, qui est un jeune centralien, si j'ose dire, qui a beaucoup de compétences, et que ça continue,
dans un esprit d'équipe, avec un nouveau patron ou une nouvelle patronne. C'est une chose vraiment importante pour le futur de garder cet esprit collectif. C'est une question que j'avais, c'est comment tu fais? Parce que, en fait, quand on dirige un groupe, quel qu'il soit, on peut se retrouver assez, seul ou enfin, en tout cas, dans le sens, seul en tant qu'entreprise aussi, à devoir innover dans son secteur. Mais pourtant, on se nourrirait bien de l'expérience des autres, y compris de l'expérience de ses concurrents. Donc là, vous, c'est des concurrents sur d'autres marchés, donc en fait, c'est pas des concurrents et donc vous vous inspirez beaucoup les uns des autres? Voilà. Alors 2 choses. Moi, je passe mon temps à rabâcher, dans les comités, les collègues, les machins, que la principale qualité dans la vie, c'est la curiosité. Bon, c'est pour moi la principale curiosité, surtout dans nos métiers. C'est-à-dire que si on n'est pas curieux, il faut qu'on change de métier. Donc la curiosité, c'est de voir ce qui se passe chez les autres, y compris les concurrents. C'est, de voir, ce qui se passe à l'international. C'est de s'ouvrir, d'écouter les collaborateurs qui ne sont pas forcément, formatés dans le programme et c'est journalistiquement s'intéresser à ce qui se passe. Bon et cette attitude de curiosité, nous, j'étais très content, j'ai écouté sur une très bonne station, de radio, privée, qui s'appelle RTL, un j'ai écouté il y a quelque temps, Lynn Renaud, bon, qui a, je crois, 94, bon et j'étais enchanté d'entendre Lynn Renaud lui poser la question, Amandine Bégaud lui posait la question, «Quelle est à votre avis la première qualité et pourquoi vous êtes comme ça, aussi joyeuse à 94 ans?» et elle a dit: «C'est la curiosité» et ça donc ça m'a fait plaisir parce que c'est vraiment une qualité qui, pour moi, est absolument fondamentale et donc si vous êtes curieux, vous allez voir ce qui se passe chez les autres et quand les autres vous ouvrent les portes, c'est plus facile, d'aller, chez des amis ou des partenaires comme, les Allemands d'RTL ou les Espagnols d'A3 Media, qui sont des gens absolument formidables et qui vous ouvrent les portes et là, vous apprenez de la même façon qu'ils peuvent apprendre. Vous voyez, vous donner un exemple, scène de ménage qu'on peut voir depuis je sais pas combien d'années, près de 20 ans, sur nos antennes tous les soirs, hein, qui fait entre 3 et 4 millions de téléspectateurs. Scène de ménage, c'est un concept espagnol que j'ai vu à l'occasion d'un déplacement en Espagne et l'intelligence de la maison de production, c'est de l'avoir adapté en français avec, c'est formidable avec, Hernandez et tout ça, toutes des comédiens de grande qualité, mais le concept au départ est un concept espagnol. Bon et je n'aurais pas eu l'occasion d'aller en Espagne, de repérer, qu'on m'explique un peu pourquoi ça marchait en Espagne. Jamais on aurait eu ça pendant 20 ans, chez nous. Alors, merci beaucoup pour, ce partage. On passe maintenant à la séquence passion. Ton monde à toi, c'est la télévision, les médias, mais c'est aussi, le futur, la nouveauté, l'anticipation. Rebecca. En effet, l'ADN de M6, ce sont des programmes phares et des innovations constantes, avec par exemple L'amour est dans le pré, sous la houlette de Karine Le Marchand, qui est devenue bien plus qu'une simple émission de télé-réalité, mais un véritable phénomène culturel qui a contribué à changer les perceptions sur le monde agricole, tout en tissant des liens authentiques entre les participants et les téléspectateurs. M6 sait aussi appréhender les évolutions et les engagements de ses téléspectateurs, avec par exemple la semaine du Green, dont vous avez fêté la 4e édition en 2023. Une semaine où vous avez consacré l'antenne à l'environnement et ses émissions phares pour continuer à éveiller les consciences, mobiliser les Français, mais aussi leur apporter des solutions concrètes pour préserver notre planète. Un autre succès du même âge, Qui veut être mon associé, qui entame sa 4e saison. Suivi par près de 2 millions de Français, cette émission prouve que l'effet vu à la télé fait recette, puisque chaque start-up passée sur le plateau a vu le trafic de son site exploser, ses ventes grimper en flèche, jusqu'à épuisement des stocks et son nombre de followers sur les réseaux grandir de façon exceptionnelle. Des retombées non négligeables, tant pour les start-upers que pour M6, qui s'affirme une nouvelle fois comme une chaîne qui sait parler aux jeunes. Qui veut être mon associé? C'est proche de tes valeurs, Oh entrepreneuriales? ben, oui, c'est ce qui est formidable, c'est que de faire enfin, moi, je suis stupéfait et merci encore, hein, pour, Ah bah, je suis très voilà, heureux d'avoir participé à la merci saison 1, encore parce que, tu as contribué à son succès, au lancement. et simplement ce qui est formidable, c'est que de voir que, c'est pas une émission
de divertissement pur. C'est une émission dans laquelle on apprend des choses, on regarde des choses et en même temps, on s'embête pas. Bon, Mmh. et de voir Ah, c'est que, l'entrepreneuriat, ça. c'est leader, sur les jeunes et que ça fait un buzz formidable, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Sur l'innovation, il n'y a pas que l'innovation programme, hein. Il y a l'innovation, distribution, technologie et cetera. Nous avons été, ça je suis très fier de ça, nous avons été les premiers en France à développer une plateforme de streaming. Moi, je me souviens d'un président d'une grande chaîne nationale qui est revendiquée comme la première, hein, mais un ancien président, hein, qui me disait, euh, à l'époque, on parlait de multiplexer les programmes pour permettre aux téléspectateurs de les voir plusieurs fois. Il me dit jamais je ne ferai ça parce que vous donnez l'occasion aux gens de ne pas le regarder au moment où on le diffuse. Bon. Mmh. Bon, il n'a pas été suivi, mais aujourd'hui, tout le monde se met dans le streaming. Mais nous, on a fait en 2008 la première. La deuxième chose dans l'innovation, où je suis très, très, très fier, c'est qu'on a constitué une société de technologie, qui s'appelle Bedrock, et qui est une société européenne de partage de technologies sur le streaming. Et donc, ces deux éléments nous permettent d'avancer dans les choses. Donc ça, c'est de l'innovation, vraiment de l'innovation, parce que il faut toujours un peu anticiper avec nos moyens. On n'est pas les plus gros, on n'est pas les plus gros, mais il faut que justement on rattrape le fait qu'on n'est pas la taille, hein, on n'a pas une taille considérable, par un esprit qui soit assez imaginatif, assez curieux et de mettre de l'innovation. Alors si tu avais pas fait M6, est-ce que tu sais ce que tu aurais fait d'autre? Ça, je Non. ne pose pas la question. Je dis de temps en temps que comme j'aime bien les métiers un peu dans lesquels il y a de l'autorité, et dans lesquels on peut faire des choses, je dis souvent, moi j'aime bien le monde agricole, ça c'est clair, parce que j'en suis un peu. Et la deuxième chose, les métiers un peu d'autorité dans la fonction publique. Si j'avais eu un métier dans la fonction publique, pour moi, c'est le métier de préfet qui est le plus intéressant, dans la mesure où tu représentes l'autorité de l'État et tu as quand même des moyens pour aller faire des choses dans le chose. Voilà. Mais la vie était ainsi, tu sais, il y a des carrefours, il y a des embranchements qu'il faut savoir de temps en temps prendre, et puis il y a aussi un peu les hasards de la vie, hein, et qu'il faut savoir remercier ou saisir. Ton moteur à toi, c'est plutôt, l'apprentissage, la prise de responsabilité, les 2, l'ambition, quel type d'ambition? Moi, c'est le progrès. C'est le progrès. Avec le progrès vient l'apprentissage, hein, la Oui, oui, découverte de quelque oui, chose de mais nouveau. le progrès, c'est-à-dire, je me dis, mais il y a beaucoup de gens qui font la même chose, je me dis qu'on peut toujours avancer plus vite. Voilà, on peut toujours avancer plus vite. Il y a toujours quelque chose en avance qui se présente, alors que ce soit dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle. Là où je ne l'ai pas tellement appliqué, ou dans peu d'endroits, c'est le sport. Ça, c'est un peu mon regret. C'est mon Ah, regret. J'aurais tellement aimé être un grand tu peux pas tout sportif. faire aussi, Oui, mais enfin, tu si, déjà un attends, marathon du il y a lundi des au gens qui vendredi, tu vas font, en regarde, plus, qui courir le veut être samedi, mon dimanche, hein. associé, on a Parker, hein, bon, hein. Oui. Lui, il a fait et les affaires et le sport, hein, bon. Ah oui, il a séquencé, ouais, il a Oui, fait l'un oui. après l'autre. Non, mais et ça, c'est un peu mon regret. Alors, j'essaye de me rattraper dans des choses que je peux un peu faire, là. Je pilote un peu. Bon, j'aime bien ça. Euh, voilà. Donc, c'est un peu des enjeux pour avancer. Voilà. Alors on va avoir l'occasion, d'en parler tout de suite puisqu'on a une question pour toi de quelqu'un que tu connais très bien qui s'appelle Emmanuel Chin. Nicolas, tu es l'homme d'une entreprise, c'est l'entreprise de ta vie, c'est M6. Avec tes équipes, tu en as fait une fantastique success story. J'étais d'ailleurs très heureux de participer à une partie de cette aventure. Mais il y aura forcément un jour où tu passeras le relais. Je connais en même temps ton énergie, ta soif d'action, ton envie d'entreprendre. Je ne t'imagine pas une seule seconde à la retraite, donc ma question est très simple. Qu'aurais-tu envie de faire après M6? Et s'il te plaît, pas de langue de bois. Alors, la première des choses, Emmanuel, qui est toujours assez modeste, il a contribué beaucoup à notre succès. Beaucoup. On lui doit beaucoup, hein. C'est un entrepreneur, d'abord, Emmanuel. Il a réussi comme entrepreneur, mais avant, il a réussi parce que c'est un imaginatif, c'est un curieux. Et alors, il a toutes les caractéristiques du gars qui veut toujours aller un peu devant. Et c'était formidable, cette expérience de capital. Moi, pour l'anecdote, quand il nous a proposé ce concept, parce qu'il faisait des petits shirts, hein, il montrait pas sa tête au début, Mmh. et puis il nous propose ce truc en disant faisons de l'économie, expliquons les choses, faisons de la consommation, montrons comment les choses se font, allons découvrir des univers, expliquons de vers derrière. Il explique ça à un séminaire des programmes. Tout le monde regardait un peu ses chaussures, pour être très franc.
Ah bon, il nous bassine un peu avec son truc, parce que ça avait jamais été fait en télé, donc et moi, j'étais pas plus malin que les autres, hein. Je me disais: «Est-ce que ça va marcher son truc?» Bon, et j'ai dit, la seule chose que j'ai dite au directeur des programmes de l'époque, je lui ai dit: «Quelle est la soirée la plus mauvaise pour nous?» Je savais, mais je posais la question. Alors on m'a dit le dimanche, parce que le dimanche, Mauvaise en audience. Ouais. la mauvaise en audience pour nous, le dimanche, les 2 principaux concurrents TF1, Antenne 2 à l'époque, mettaient des films, et nous, comme on peut la réglementation, toujours pareil, la réglementation ne peut mettre que 2 films par semaine le soir, à l'époque en prime time, on était obligé de mettre des téléfilms le dimanche. Donc les téléfilms contre 2 gros films, on faisait pas un tabac, hein, pour tout faut dire. Après, on a mis un peu de téléfilm érotique à améliorer les choses, un peu en deuxième partie de soirée, mais en première partie de soirée, c'était pas très bon. Donc je lui dis: «Écoute, on va tester, on va te donner la plus mauvaise soirée, puis on va voir si ton truc marche». Bon, et la première soirée, je crois, autant que je me souvienne, ça a pas très bien marché la première édition. La deuxième, c'était un carton. Voilà, donc Ah, et c'est puis après, parfait. ça s'est pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Donc on ne peut que le remercier d'avoir contribué, et puis c'est un vrai entrepreneur, Emmanuel. C'est un modèle, hein. Bon, mais alors pour revenir à sa question, Ah oui, il vous a quand même demandé. je peux te dire, c'est comme Emmanuel, c'est-à-dire qu'Emmanuel, il a jamais, c'est-à-dire que si quelqu'un répond pas à la question, il revient à l'attaque. Écoute, les choses, moi, j'adore cette entreprise, mais j'ai pas mal d'autres passions, d'autres activités, et donc ça, je vais pas m'arrêter et faire autre chose. Donc, j'ai pas mal de projets encore de cette façon-là. Et mon souhait, c'est que l'entreprise M6 continue par devers moi de la plus brillante des façons. Aujourd'hui, elle a la même valeur que le groupe TF1, grosso modo. Il y a de l'argent dans la caisse, il y a des projets, il y a des équipes. Donc, il n'y a aucune raison que lorsque je pars de cette entreprise, elle ne continue pas de se développer. En tous les cas, c'est vraiment mon vœu le plus cher. Moi, je vais passer à autre chose. Alors, autre chose, ça sera un peu différent, j'ai mon âge, et cetera. Mais il y a des choses tout à fait intéressantes à faire. Bon, eh bien, on va rester à l'écoute. Alors, merci beaucoup, Nicolas, pour ce partage de tout ton parcours, tes passions, tes pensées, tes émotions, tes apprentissages. Ça nous aide tous à aller plus loin, à montrer qu'il y a des chemins variés et que tout est possible quand on en a envie. On va passer à la séquence rapide de cette émission, le Quizella. Alors, le Quizella, c'est quoi? C'est une suite de questions-réponses très rapides. Donc, je vais y aller. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, ça va dépendre Top départ, c'est parti. Qu'est-ce qui te fait lever le matin? le boulot. La télé, c'est fait pour quoi? Pour ceux qui la font, réussir, et pour ceux qui la regardent, se faire plaisir. Le type de média que tu lis, écoutes ou regardes le plus aujourd'hui? Les C'est pas ce que je regarde le plus. Je regarde le plus souvent, Ah oui, les applis des journaux. ta potion magique à toi? L'énergie. Ta kryptonite à toi, ce qui t'affaiblit? Heu, la trahison. Le programme dont tu es le plus fier? Les magazines du dimanche soir. Et celui que tu aurais voulu ne pas faire? Je les nommerai pas pour pas, Bon, il y en a, mais Mmh. hors antenne. Le plus dur dans ton métier? La pression quotidienne, Le plus plaisant dans ton métier? la satisfaction quotidienne. Ah bah, ça va bien ensemble. Si tu pouvais présenter une émission, tu serais laquelle? Je suis pas sûr que je sois très bon, donc mais j'aurais bien aimé présenter l'info. Qu'est-ce que tu souhaites transmettre par-dessus tout à la France entière quand tu lances un programme? Heu, de la gaieté. Quel est ton plus grand rêve aujourd'hui? Bah, mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est que toute ma famille réussisse. Et enfin, pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains sur terre nous regardaient aujourd'hui dans Les Pionniers, ce qui est pas loin d'être le cas, tu es un pro des audiences, donc tu sais qu'on n'est pas loin d'avoir les 8 milliards d'êtres humains qui sont, pendus à tes lèvres maintenant, quelle serait la plus belle phrase
que tu leur adresserais? Merci. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup, merci, c'est le cas de le dire, de t'être, prêté au jeu. On va, se quitter sur une chanson que tu as choisie. Alors c'est Society de Eddie Vedder, la musique du film, Into the Wild. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cette chanson? Ouais, c'est un film extrêmement émouvant parce que c'est quelqu'un qui est en rupture, et c'est en rupture, découverte de la nature, et il s'assume jusqu'à la mort d'ailleurs, mais il assume ses choix. Oui, il dit d'ailleurs, il dit à la société, en tout cas dans la chanson, «J'espère que je te manque pas». Voilà. Non, mais c'est un film magnifique, Into the Wild, et si j'incite tous ceux qui ont l'occasion et qui souhaitent voir un beau film de le regarder. À voir et à revoir. Merci beaucoup Nicolas. Into the Wild, ce sera le mot de la fin, pour bien expliquer, eh bien l'esprit pionnier. Merci beaucoup. Et merci à toi.